Super. Bon. Alors, bonjour Frédéric Martel. Je suis vraiment Bonjour. ravie de vous avoir pour le salon de l'île 42. D'ailleurs, je dois dire, même si Joachim Umlauf, qui va aussi intervenir dans ce salon, m'a demandé si nous sommes dans une chambre d'enfants. Non, nous ne sommes pas dans une chambre d'enfants, nous sommes vraiment à l'île 42. C'est d'ailleurs le premier salon online que je fais à Lille, parce que c'est un appartement de Art Déco à Bucarest, mais qui sert aussi de petit centre culturel où on fait beaucoup de choses. Alors, Frédéric Martel, je pense que merci encore d'avoir accepté d'avoir cette conversation essentielle parce que bon, les salons de Lille 42 ont commencé l'année passée de l'idée que j'avais qu'il faut un tout petit peu recouper le lien entre ce qui s'est passé dans les années 90 après la chute du communisme ici en Roumanie et dans la région et les aspirations culturelles que les gens ont aujourd'hui, qui sont des gens d'une autre génération. Alors, quand la pandémie s'est installée et nous avons dû, disons, refermer des liens qui venaient d'être créés, le salon est devenu une plateforme aussi européenne et internationale. Et bien entendu, on a un public à qui on s'adresse qui est un public roumain, mais c'est aussi un public qui passe par la plateforme de théâtre de la ville, par le Goethe-Institut, par l'Institut culturel français. Alors, Frédéric Martel, écrivain, professeur et journaliste, vous êtes pour ce salon, vous êtes de l'autre côté du micro. Hein. C'est moi qui vous pose les questions. Et j'aimerais qu'on commence notre discussion sur une affirmation que vous avez faite dans un de votre entretiens très récents, qui dit que si on veut relancer l'économie à partir de la situation créée par la pandémie, la relance économique commence par la relance culturelle. Et j'aimerais bien que vous développez un tout petit peu cet aspect-là, car je veux être très claire. Nous organisons, moi l'initiative d'avoir ces conversations part aussi du fait que malheureusement, en Roumanie, il n'y a pas autant de plateformes de débat sur des questions essentielles de la manière dans laquelle il faut réagir à la situation créée par la pandémie concernant l'ère culturelle, le système culturel dans son ensemble. Donc, pourquoi est-ce que la relance économique passe par une relance culturelle? Bonjour d'abord, Bona ziua, j'étais en Roumanie en 1990 précisément. J'étais à l'ambassade de France. Peut-être certains d'entre vous m'ont croisé à cette époque-là. Je dirigeais le bureau du livre qui avait été créé juste après la Révolution auprès d'un ambassadeur qui s'appelait Renaud Vignal, d'une conseillère culturelle qui s'appelait Chantal Collet-Dumont, qui sont restés assez célèbres. Et on travaillait chaque jour avec André Pléchou, qui était ministre de la Culture, Gabriel Leccianu, qui dirigeait les éditions Humanitas. Bref, c'est un Il les pays dirige où, toujours d'ailleurs. Il c'est les un dirige pays où j'étais toujours. tout petit. C'était mon premier job et je commençais ma carrière, je l'ai commencé à Bucarest. Donc voilà, je suis heureux de participer aussi pour cette raison-là et j'ai fait partie de ceux qui ont emménagé dans le nouvel institut français qu'on avait acheté, je crois, et qu'on avait choisi et dans lequel on est arrivé, je pense, début de 91. Je suis aujourd'hui professeur d'université dans l'Université des Arts à Zurich. J'anime une émission de radio qui s'appelle Soft Power sur France Culture chaque dimanche. Depuis maintenant plus de 15 ans, vous pouvez vous abonner gratuitement à mon podcast si vous voulez. Ça s'appelle Soft Power. Si vous mettez France Culture ou Radio France, vous tombez sur la page. Et chaque semaine, ça raconte la vie des industries culturelles, des médias, du numérique dans une perspective internationale. C'est aussi en français, donc ça vous permettra de parler français, d'écouter du français. Et j'ai publié aussi 4 livres sur ces sujets. Un livre sur la culture américaine qui s'appelle De la culture américaine, un livre sur la culture de masse qui s'appelle Mainstream, un livre sur le numérique qui s'appelle Smart, et puis un livre sur le théâtre aussi américain. Et puis, je mène une série de recherches sur la culture et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, je voulais juste introduire ça pour au fond, comme
un peu situer d'où je parle, pourquoi je vous dis ça, quelle est la… Donc, ce que je vais vous dire est le résultat de ces recherches et de ces entretiens, et ce n'est pas juste mes propres opinions, qui sont certes intéressantes peut-être, mais c'est surtout des résultats de recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que la relance culturelle soit intégrée, et c'est une des dynamiques de la relance économique. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi? Au fond, tout ce qui constituait le cœur de la culture, à savoir la proximité, le dialogue, d'être ensemble en communauté pour partager un moment important avec des artistes sur scène, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit l'opéra, bien sûr, la danse, etc. Mais aussi l'émotion, l'espèce de chaleur humaine. Les artistes s'embrassent sur scène, ils se touchent, ils crachent parce qu'il faut parler fort pour parler dans une grande salle. Tout ça, tout a été anéanti par l'épidémie du coronavirus. Et d'une manière totale, d'un seul coup, et étrangement partout dans le monde en même temps. Pas tout à fait partout, mais en tout cas en Roumanie, en France, aux États-Unis, en Europe, pratiquement partout, mais aussi en Israël. Je parlais avec des gens à Hong Kong, des gens au Brésil, des gens à Cuba. Tout le monde avait arrêté la vie culturelle. Donc, ça, c'est le constat de ce qui s'est passé. Et si on regarde dans l'histoire, il n'y a jamais eu d'exemple de ce type. Il y a eu des crises économiques très graves. Je pense évidemment à la crise de 1929, avec l'économie qui s'est arrêtée. Mais même à cette époque-là, il y avait encore du théâtre. Il y a eu évidemment la guerre, où parfois les théâtres ont été fermés, mais jamais les librairies. Il y a eu des périodes de crise économique à cause des crises internationales plus récemment, mais ça n'affectait qu'une petite partie de l'économie et en tout cas, ce n'était pas sur des durées aussi longues puisqu'on pense aujourd'hui que la crise qui a touché les milieux culturels va durer assez longtemps parce que les effets de ces 2-3 mois de confinement, plus l'absence de répétition, plus le fait qu'il faut garder des formes de distanciation sociale au-delà même de cette période, peuvent nous conduire à envisager une reprise normale des théâtres, des opéras, des spectacles de concert, notamment de masse, sans doute très tard cet automne et à la fin de l'année, et sans doute pas avant le début au moins de 2021. Donc voilà l'état de la situation. La crise révèle aussi, et c'est ça ma réponse à votre question, révèle aussi que la culture, c'est pour moi, enfin pas que pour moi, pour tous ceux qui travaillent sur ces secteurs, c'est au fond 3 cercles concentriques. Le premier cercle concentrique, c'est évidemment ce qu'on appelle l'art et la culture un peu dans sa définition même, c'est-à-dire les artistes qui sont sur scène, les théâtres, les musées, les librairies, peut-être un peu la danse, les acteurs, les comédiens, les danseurs, les musiciens, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général la culture, l'art. Et quand on pense ministère de la Culture, on pense à ce premier cercle. Or, il y a en fait 3 cercles. Il y a un second cercle autour du premier, et ce second cercle, c'est un cercle qui définit essentiellement toutes les professions related. Ça va être par exemple les techniciens qui vont travailler dans la salle, ça va être les gardiens qui vont faire fonctionner le théâtre, mais ça va être aussi ceux qui vont écrire des spectacles en amont, ceux qui vont les coproduire, ceux qui vont louer les salles de répétition, etc. etc. Et tout ce qui va être industrie culturelle et qui est ce deuxième cercle. Enfin, il y a un troisième cercle encore plus grand qui est toute l'activité qui est related, mais aussi unrelated, donc pas directement reliée à la culture, mais qui en dépend. Prenons l'exemple d'une ville comme Avignon. Il se trouve que je viens d'Avignon. Il y a un festival de théâtre. Ce festival de théâtre, évidemment, le cercle numéro 1, ce sont les acteurs, les comédiens, les metteurs en scène, tous ceux qui font fonctionner le spectacle pendant tout le mois de juillet chaque année. Mais si on annule le festival, ce qu'on a fait, non seulement on a tous ces gens-là qui ne vont pas avoir de travail, mais on n'a pas le deuxième cercle. Le deuxième cercle, c'est qui? Par exemple, les magasins de photocopie qui photocopiaient les tracts. Or, il y avait 1000 spectacles par jour à Avignon chaque année
pendant un mois en juillet. C'est donc des centaines de milliers de tracts qui étaient imprimés. Toutes ces entreprises ne vont pas travailler. Et puis, il y a un troisième cercle qui est celui du tourisme, celui des hôtels, celui aussi des locations de voitures, celui des billets de train, des billets d'avion, celui aussi des sociétés qui montent des décors, des sociétés qui vont qui vont louer des microphones, qui vont louer des haut-parleurs. Toutes ces sociétés sont affectées par cette annulation du Festival Avignon. Et donc, on découvre, je dirais, hélas, en grandeur nature en ce moment, que la culture, ce n'est pas juste ce premier cercle, mais qu'en réalité, une ville comme Avignon, eh bien, au mois de juillet, elle dépend de manière extrêmement importante de toutes ces activités culturelles. Donc, si on veut faire repartir l'économie, en particulier cet été, eh bien, le cœur de l'action, il est drainé par la culture parce qu'il va affecter toutes ces structures autour. Et pour une large part, c'est évidemment le tourisme, l'hôtellerie, les hôtels, les restaurants, les cafés, mais aussi toutes les structures de transport, mais aussi les marchands de vin. Les gens, pendant la journée, ils font quoi? Ils visitaient la région, ils allaient acheter du vin, ils faisaient la fameuse route du vin dans les côtes du Rhône. Et là, ils ne le feront plus parce qu'ils ne seront pas venus au Festival d'Avignon. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'une relance économique, elle passe notamment par une relance culturelle, parce que ça ne sert à rien de refaire partir des avions si les gens ne les prennent pas, puisqu'il n'y aura pas d'endroit où aller. Ça ne sert à rien de donner beaucoup d'argent aux hôtels et aux restaurants pour qu'ils redémarrent, ce qui est nécessaire, si les gens n'ont pas envie d'aller dans une chambre d'hôtel parce qu'il n'y a pas d'activité culturelle dans cette ville. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire en introduction. Super. Donc, ça, c'est justement à partir de cette réponse-là, regardons maintenant un tout petit peu de l'autre côté. Par rapport aux mesures sécuritaires qui regardent notamment, par exemple, le spectacle vivant, la reprise du spectacle vivant. Il y a cette belle phrase d'Emmanuel de Marcy-Motta qui dit « La culture a besoin du présentiel ». Et si on n'a pas le présentiel, si on va être amené à tenir en compte des rigueurs de distanciation, de rigueurs d'isolation, de manières de faire qui finalement sont contre-connexion, comment va-t-on faire? Comment va-t-on contourner la logique sécuritaire et de santé pour arriver à la logique créative qui est une logique imprévisible, qui n'est pas du tout, qui ne se fonde pas du tout sur le prévisible? Alors, on peut être optimiste ou on peut être pessimiste. Disons, comme toujours, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Essayons d'être un petit peu optimiste pour commencer. Cette période, ce confinement très massif, inédit, il faut l'utiliser positivement. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour permettre que ce ne soit pas du temps perdu et que surtout on apprenne de cette situation. Cette situation peut se reproduire cet automne s'il y a une nouvelle vague. Je n'y crois pas trop, mais on verra. Ça peut être au printemps prochain, après l'hiver, cette nouvelle vague, mais il peut aussi y avoir d'autres vagues, d'autres virus. Il peut y avoir des conséquences notamment à la crise climatique qui vont se traduire par de nouvelles crises. Et donc, on a vu ce que c'était, autant se préparer pour la suite. Se préparer, c'est par exemple, pour toute institution culturelle, se dire que avoir une présence online, c'est utile. Et on a observé des multiples initiatives. J'en ai fait un long article dont je vous indiquerai, je vous enverrai. À la fin de cette conversation, je donnerai à Corinna une série de liens que je partagerai avec vous. Ça permettra de poursuivre le dialogue à travers des textes, des articles, des références que je veux partager pour aller plus loin, parce qu'évidemment, là, on n'a pas beaucoup de temps, et puis c'est aussi à l'oral, donc on n'a pas les chiffres et tout. Mais je vous donnerai ces études qui vous permettront, si ça vous intéresse, d'aller plus loin, et un certain nombre d'articles et de textes, pas que de moi, mais d'autres personnes aussi qui peuvent peut-être vous nourrir. Bref, on a découvert un innombrable nombre d'innovations, d'expérimentations, d'initiatives qui permettaient à la culture de vivre sur le numérique. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. Et Emmanuel de Marcy-Motta a raison de défendre l'idée du présentiel comme, je dirais, comme nécessité pour fonctionner.
Mais je dirais que euh, si le présentiel n'est pas possible, et c'est évidemment une nécessité puisque la culture c'est du présentiel, je le dirais en introduction, il faut quand même pouvoir continuer à vivre. Et d'où la nécessité de penser à ce que peuvent être un certain nombre de manifestations. Prenons l'exemple tout simplement de notre discussion là. Peut-être qu'il y a quelques mois, on ne l'aurait pas fait. Parce qu'en fait, les gens n'étaient pas habitués. Moi, je faisais très, très rarement des discussions, des cours, des conférences, des talk shows, ou même des sessions de dialogue via Zoom ou via Facebook ou via une application. Aujourd'hui, on l'a tous fait. Et donc, c'est évidemment moins bien. On serait mieux ensemble, on serait mieux autour d'une table, à prendre aussi un petit café et à se rencontrer. Mais on voit que c'est possible. On voit qu'un certain nombre d'initiatives culturelles sont possibles en ligne. On voit que des musées comme le MoMA, comme le Metropolitan Museum of Art, et on peut prendre d'autres exemples partout, le Louvre aussi, quoique plus difficilement, ont complètement innové. Il y a une timeline de l'histoire de l'art qui a été mise en place par le Metropolitan Museum of Art de New York, qui est remarquable. Vous avez des tableaux, vous avez des périodes, etc. Vous avez des cours, vous avez des possibilités de vous enrichir, etc. La même chose s'est faite avec un grand nombre de théâtres, un grand nombre d'orchestres, de ballets qui ont imaginé je vous donnerai quelques liens vis-à-vis de ce que fait le Chicago Symphony Orchestra, ce que fait le Boston Symphony Orchestra, l'initiative incroyable qui a été faite par le grand orchestre de Miami, qui est l'orchestre du Nouveau Monde. Bref, on a vu qu'une autre vie était possible. Et parfois, ça donne des résultats incroyables. Hier, j'ai participé à un colloque. C'est un colloque qui avait lieu près de Chicago, aux États-Unis, dans l'Indiana. Et en général, je devais aller à ce colloque. Le colloque a été annulé, donc on l'a fait online. On était 20 speakers. Et il y aurait eu 20 personnes dans la salle. Donc on aurait été 40. Hier, il y avait 3000 personnes qui ont assisté, alors pas tout le temps, peut-être pas parfaitement, peut-être qu'ils faisaient autre chose en même temps et peut-être qu'ils étaient en train de boire des bières, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit comment quelque chose qui était un échec, on n'a pas pu faire notre symposium, a permis à beaucoup de gens qui jamais ne seraient venus dans l'Indiana de se réunir pour faire un colloque. Donc, il y a des aspects, je dirais, positifs et des expériences qui peuvent se traduire par des nouvelles manières de fonctionner dans le cadre de ce qu'on peut faire online. Et puis, pour terminer sur votre question, il est clair que les mesures sécuritaires, notamment quand elles sont très radicales, hein, et je pense qu'en France, les mesures sont trop radicales aujourd'hui. D'ailleurs, entre parenthèses, on a demandé au théâtre et au cinéma de réouvrir dans quelques jours avec une place sur deux. Donc, concrètement, si vous avez un théâtre de 500 places, vous ne pourrez avoir qu'environ 200 personnes dans le théâtre, ce qui pose un vrai problème économique. Mais en même temps, on a considéré que pour prendre le train, ce n'était pas viable pour la Société nationale des chemins de fer, la SNCF, d'avoir des trains avec une personne sur deux. Donc, on les a autorisés à ce qu'ils aient tout le monde dans le train. On l'autorise pour les trains parce qu'il y a un risque économique, mais pas pour les théâtres. Et donc, on voit bien où c'est dangereux d'être assis côte à côte, et ça doit l'être pour tout le monde, ou alors on fait des exceptions, il faut les faire pour tout le monde. Et donc on voit bien que les mesures sont parfois trop radicales. Je pense qu'il faut aussi responsabiliser les gens, mais ça pose quand même des problèmes. Et je termine avec ça. Indépendamment des mesures sécuritaires, et c'est pourquoi c'est peut-être pas simplement la vraie question, se pose le débat de est-ce que les gens vont revenir? Qui sont les gens qui vont au musée du Louvre? À 70%, ce sont des touristes. Or, les touristes ne seront pas là cet été. Donc, le problème, ce n'est pas juste les mesures sécuritaires. C'est évidemment le problème des billets d'avion et du tourisme. Qui est-ce qui va dans les théâtres et surtout dans les opéras et l'orchestre symphonique? En France, on sait qu'une grande majorité des gens ont plus de 60 ans, c'est-à-dire des personnes plus âgées, c'est-à-dire les personnes qui sont plus vulnérables à la maladie. Donc, celles qui vont avoir le plus peur de rejoindre un théâtre ou un orchestre. Donc, on voit bien qu'au-delà des règles sécuritaires, sanitaires, sans doute nécessaires et sans doute qu'il va falloir continuer à avoir pour un certain temps, se pose aussi la question du retour des gens par eux-mêmes, de leur propre volonté. Et c'est là où je crois qu'on ne sort pas de cette crise si on ne fait pas confiance aux gens. C'est aux gens à se protéger eux-mêmes,
parce que ce n'est pas l'État qui va vous protéger, c'est vous qui devez vous protéger. Donc, organisez votre protection. C'est aussi les gens qui vont devoir choisir et aussi recréer des liens de confiance avec les gens peu à peu. Bon, alors moi, avant de passer à la question que j'avais préparée par la suite, j'insiste quand même, Frédéric, sur parce que vous avez donné, bon, déjà en Roumanie aussi, les gens ont énormément regardé online ceux qui font les grosses institutions culturelles internationales, et c'était peut-être un moment où ils ont redécouvert des choses sur lesquelles ils n'auraient jamais eu accès de pouvoir les faire. Mais je reviens sur cette idée que j'ai lancée, liée au spectacle vivant, à l'idée qu'on peut créer quelque chose qui soit prévisible dans la... C'est-à-dire que comment est-ce qu'on aménage d'un point de vue artistique donc, à l'intérieur des mesures extrêmement sécuritaires. C'est pas que la question de la restriction, c'est vraiment l'idée que tout doit être prévisible et que tout ce prévisible est contre-artistique, à mon avis. Comment est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Et ça regarde beaucoup le spectacle vivant. Hein? L'idée que, par exemple, chez nous en Roumanie également, il y a la double mesure. On n'a toujours pas la possibilité d'organiser des spectacles à l'intérieur, et même quand on fait des spectacles à l'extérieur, il y a la distance qui est obligatoire, etc. Mais certains endroits ont été ouverts, les touristes sont allés là, et tout a été beaucoup plus libre que pour les spectacles en plein air. Hein. Donc, pendant les spectacles en plein air, il fallait porter la masque et être à distance. Mais là, dans un lieu touristique, on a pu être sur la plage, tout le monde à côté les uns des autres, sans avoir aucune interdiction là-dessus. Donc là aussi, toujours pour des raisons économiques, certaines stations touristiques se sont ouvertes avec moins de restrictions que les restrictions posées pour le spectacle vivant. Comment est-ce que, c'est ça, moi, ma question, est-ce que d'un point de vue créatif, pensez-vous que ça peut être résolu, le rapport entre la prévisibilité nécessaire pour la sécurité et la nature même de l'acte artistique qui est inattendu? Ah, comment dire, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire et on a une expression en français qui est assez belle sur ça, qui est de dire deux poids, deux mesures. Hein. Donc, Ouais. on accorde à certains secteurs des privilèges qu'on n'accorde pas aux autres, comme si finalement la culture c'était un peu moins important, si finalement ça pesait pas tellement dans l'économie. Donc les trains, c'est prioritaire. Mais encore une fois, les trains ne marcheront pas si les gens ne peuvent pas aller voir un spectacle ou des festivals ou ne se déplacent pas pour des concerts, etc. Mais si on veut être juste et honnête, il est vrai que les théâtres, les ballets, les orchestres, tout ce qui est live, et en particulier tout ce qui est dans des salles fermées, c'est évident qu'on est dans, aujourd'hui on le sait, probablement les causes de contamination les plus fortes. C'est vrai qu'à l'extérieur, on pense aujourd'hui que les risques sont plus faibles. On pense aussi que le port du masque suffit dans un certain nombre de cas, mais être côte à côte dans des fauteuils, dans le noir, enfermés, collés les uns aux autres, c'est évident que pour être honnête et pour pas juste vouloir défendre la culture un peu bêtement et pas tenir compte de la réalité, c'est vrai que ça fait partie des situations les plus à risque. On a d'ailleurs vu que ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire l'endroit où tout à coup l'épidémie repart avec un grand nombre de gens contaminés d'un coup, sont toujours dans des lieux fermés, souvent d'ailleurs religieux, où les gens sont restés ensemble plusieurs jours, souvent, dans des lieux clos, et à partir du moment où un ou deux étaient contaminés, tout le groupe a été contaminé. Donc, il faut qu'on soit aussi responsable et raisonnable vis-à-vis des institutions. Voilà, alors après, l'épidémie est quand même en train de diminuer aujourd'hui. On peut même penser qu'on a exagéré un certain nombre de mesures pour cet été et que sans doute un certain nombre de festivals auraient pu se tenir alors qu'ils ont tous été annulés. Je pense par exemple à un célèbre festival à Arles de photos qui est en fait un endroit où
vous avez essentiellement des expositions photos et puis des parades dans la ville. Et au moins toutes les expos photos auraient pu être maintenues. On les a annulées peut-être finalement à tort quand on sait qu'on est en train de réouvrir les cafés qui ont tous réouvert à Paris, en terrasse et partout en France. Les cafés, les restaurants, les hôtels ont réouvert et où normalement à la fin du mois, tout sera réouvert à peu près normalement. Donc voilà, après on apprend aussi de nos erreurs. Bon, alors maintenant, ma question qui est liée, justement, je vais faire référence à deux de vos livres, celle qui était de la culture en Amérique et l'autre mainstream, qui est c'est des livres où une des idées centrales porte sur l'idée que la manière dont la culture américaine s'adresse au marché global fait que ce type d'approche gagne sur le type d'approche que la France et l'Europe a dans sa manière de faire promouvoir son produit culturel et que l'Amérique arrive à transformer l'œuvre d'art dans un produit qu'après elle utilise des instruments de marché pour le globaliser, alors que l'Europe est dans le cas échéant la France, n'est pas encore capable de le faire. Ma question porte sur la situation précise de la pandémie. Est-ce que vous pensez que justement parce que la pandémie a donné suite à une présence plus forte du numérique pour la distribution culturelle, est-il pas un instrument encore plus fort au service d'un certain type de produits culturels et que ce type de produit culturel a une nature encore une fois plus globale et il est beaucoup plus facilement décrit comme un produit et pas comme une entité sacrée, aspirationnelle que l'art d'habitude produit disons dans l'échange avec les spectateurs. Comment vous voyez, quelle peut être comment vous pensez à ça maintenant face à la pandémie? Est-ce que ce processus de globalisation du produit culturel est-il renforcé ou pas par la pandémie? J'ai travaillé sur ce qu'on pourrait appeler l'américanisation du monde d'un point de vue des industries culturelles, c'est-à-dire en fait sur un secteur assez précis. Contrairement à ce qu'on croit, l'Amérique n'est pas puissante obligatoirement sur tous les secteurs culturels, mais elle l'est en gros sur tous les secteurs qui peuvent être industrialisés, c'est-à-dire le cinéma, la musique, tout ce qui va être autour de la télévision, de l'audiovisuel, et bien sûr le jeu vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la situation de la France, de l'Europe ou de la Roumanie n'est pas singulier, puisque tous les autres pays sont logés, si j'ose dire, à la même enseigne. Si vous prenez la Chine, par exemple, la Chine, ce n'est pas un petit pays, c'est 1,3 milliard de personnes, c'est une économie presque aussi grande que celle des États-Unis. Or, il n'existe pas en termes d'influence et de soft power. Zéro. Il n'y a pas eu un blockbuster en cinéma, pas un best-seller, pas une pièce de théâtre, pas un spectacle de musique, pas un musicien et pas un seul jeu vidéo qui vient de la Chine. Et pourtant, ils en ont fait une des priorités. Ils ont dit qu'ils allaient mettre beaucoup d'argent et qu'ils étaient capables et qu'ils avaient une volonté de diriger, d'influencer la culture mondiale. Ils n'ont pas réussi. Zéro. Mais vraiment zéro. Même des pays plus petits comme le Japon ou même l'Inde ont mieux réussi que la Chine. Pourquoi ça? C'est d'abord parce que la question n'était pas sur la Chine, donc je ne veux pas non plus être trop long sur ça, mais disons que il y a dans le modèle américain quelque chose qui est d'abord de la capacité à créer et d'innover et d'expérimenter du contenu. C'est d'abord une industrie de contenu. Elle est capable de produire des contenus de qualité
avec énormément d'auteurs, d'écrivains, de dramaturges, de scénaristes pour les séries télévisées, de, de personnes capables d'écrire des jeux vidéo. C'est souvent des équipes avec des centaines de créateurs qui permettent de créer ce prototype. Ensuite, vous avez l'industrie qui, très massivement, est capable de la diffuser dans le monde entier. Et en plus de sortir un film, par exemple, dans 100 pays le même jour, déjà traduit. Donc, c'est une industrie. Mais si on ne pense qu'à cette industrie, on oublie la créativité qui est à l'origine. Et ça, c'était un livre qui s'appelle De la culture en Amérique que j'ai publié pour montrer comment ça marchait. Après, il y a un autre élément qui est aussi celui de la diversité. Alors là, je vais peut-être vous choquer et sans doute vous déplaire, mais les Français notamment, les Français ont beaucoup dit nous, on défend la diversité et les États-Unis, non. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe à l'UNESCO, par exemple, ou même à l'OCDE, ou à l'OMC, ou au Fonds monétaire international, on voit bien que les Américains ont une logique de refus de la diversité, constamment. Pourquoi? Parce qu'ils veulent installer leurs industries. Et c'est vrai que nous, qui sommes Français plus petits, on veut protéger nos industries. Contre qui? Contre les industries américaines. Et donc, on va toujours défendre une diversité en disant que nous, Français, on accueille les Roumains, les grands cinéastes roumains viennent au Festival de Cannes, puis on reçoit les Canadiens, puis les Brésiliens. Bref, c'est chez nous que le monde entier vient. Ce qui est vrai pour une part. Et ça, les Roumains peuvent le faire aussi. Disons qu'on peut avoir une sorte de défense de la diversité comme ça pour lutter contre les États-Unis. Mais la diversité, ce n'est pas seulement ça. La diversité, c'est aussi être capable d'innover en pensant à des films ou à des séries télé ou à des jeux vidéo qui vont parler au monde entier parce que vous incarnez la diversité. Prenez une série télévisée comme Sense8 qui se passe dans 8 pays en même temps. Vous y avez des Indiens, vous y avez des Noirs, je pense du Kenya, si je me souviens bien. Vous avez des scènes qui vont se passer dans une dizaine de pays, et avec des gens de toutes les couleurs, et qui parlent toutes les langues. Donc Sense8, si vous voulez, c'est un produit déjà qui parle au monde entier parce qu'il est divers. Or, quand vous regardez un film français, et je suis français, donc j'adore le cinéma français, mais très souvent un film français, c'est un film français de Français qui parlent des Français, qui sont un peu intellectuels et qui parlent d'eux. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui, à l'échelle du monde, que ces produits-là arrivent à séduire quelqu'un qui vit dans un ghetto au Brésil et aussi dans un ghetto en Afrique du Sud et en Russie et en Chine et en Inde en même temps. Et donc, l'une des raisons du succès américain, ce n'est pas simplement le marché, l'industrialisation, le fait aussi d'être plus puissant, évidemment, dans le marketing et la médiatisation de ces produits, mais c'est aussi dans la capacité à créer des produits qui sont réellement divers. Donc, au fond, nous, on défend une diversité un peu théorique à l'international, mais on la défend très peu à domicile avec, par exemple, nos Arabes qui 10% de la population, mais qu'on n'écoute jamais, qu'on n'invite pas, qui ne font pas des films, qui ne font même pas de pièces de théâtre parce qu'on ne les aide pas. Alors qu'aux États-Unis, ils luttent contre la diversité au niveau international dans les grandes organisations, mais ils valorisent beaucoup la diversité sur leur propre territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 48 millions de Noirs, parce qu'il y a 30 millions de Mexicains et de Latinos, parce qu'il y a 15 millions d'Asiatiques, etc., etc. C'est un point de vue extrêmement intéressant et puis à prendre en compte. Et donc, ça m'aide à passer directement à cette question suivante. Et je vais tout de suite après inviter aussi Joachim Umlauf, après votre réponse d'intervenir. J'ai lu dernièrement une des interventions importantes en France, mais qui a été aussi traduite, c'était celle de Bruno Latour. Alors, Bruno Latour dit que la pandémie a déclenché une mutation écologique durable et irréversible et qu'il faut maintenant apprendre à avoir des gestes barrières pour que le système de production qui existait jusqu'à maintenant s'arrête. Il donne un exemple extrêmement intéressant, un fleuriste d'Hollande qui effectivement perd énormément économiquement parce qu'il ne peut plus envoyer ses tulipes ailleurs, alors que, dit-il, ces tulipes étaient produites d'une manière mécanique, standardisée, et peut-être que c'est contre ce système de production qu'il faut
qu'il faut maintenant lutter, disons, s'opposer à ce type de système de production. Alors, quelle sera la place, quel type de culture, quel type de dessin pour la culture si il y a effectivement une mutation écologique durable et irréversible? Quelle place aura la culture dans ce type de réalité que Bruno Latour décrit? Alors d'abord, moi je suis un assez grand fan de ce que écrit Bruno Latour, notamment son travail qui s'appelle Où atterrir, qui est mené avec des chercheurs en ligne. Je pense aussi à son œuvre sur l'écologie, que je défends beaucoup, et il se trouve que d'ailleurs je fais partie j'ai fait une émission récemment sur Bruno Latour, et je fais partie des gens qui suivent de près ce que fait son laboratoire à Paris, à Sciences Po, à ce qui s'appelle le Media Lab et SPIP, qui sont deux de ces organismes. Après, et là, indépendamment, je dirais, de Bruno Latour, puisque la question dans l'ensemble, ce qui est bien chez Bruno Latour, c'est qu'il est toujours assez habile, dans le sens où c'est pas un penseur de gauche radical, ni d'ailleurs un penseur de droite, c'est quelqu'un d'assez pragmatique et qui essaye de voir toujours ce qui est en train de se passer, et pourquoi d'ailleurs les grandes idées, certes, que tout le monde pourrait défendre, pourquoi elles ne peuvent pas être mises en place. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a des blocages importants, notamment dans l'organisation des sociétés, qui fait que ces bonnes idées ne vont pas être mises en place. Si on vient sur le débat de fond, indépendamment même de Bruno Latour, moi je ne suis pas du tout convaincu par le fait que la crise du coronavirus allait amener à un grand changement de paradigme. D'abord parce que c'est une crise qui aura duré, je dirais, 3 mois de manière intense, qui déjà s'atténue. Et on a bien vu, pour des choses toutes simples, comme par exemple les masques, qui a fait les masques? Les masques, ils n'ont pas été faits par les associations loi 1901, généreuses, où on était tous frères, une communauté, dans le village. Il y a un maire très important, qui est aussi un ancien ministre très important, qui s'appelle François Bayrou, qui a donné une interview au début de l'épidémie pour dire, voilà, pourtant c'est un maire de droite, donc voilà, ouais. Il a dit, tout va être fait dans le village, on va construire les masques, etc. Et puis là, on est 3 mois après, et quelqu'un est allé faire une enquête et a regardé les masques, et on s'est aperçu que les masques, il n'y en avait aucun qui n'avait été fait dans son village, mais qu'ils avaient tous été faits pour partie en Bulgarie, pour une autre partie en Chine. L'élastique avait été fait finalement, en Inde, et au final, aucun élément du produit n'avait été fait dans la région d'où il était. Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il ne faut pas confondre 3 choses. Une épidémie, qui pose un certain nombre de problèmes, qui vont être résolus sans doute. La question de l'écologie, qui est déjà très différente, puisque pour une part, l'épidémie, elle est en contradiction avec l'écologie. Elle n'a pas de lien, contrairement à tout ce qu'on a pu essayer de dire. C'est sans doute pas pour des raisons écologiques que le virus est né, même s'il y a des effets de mondialisation qui ont pu jouer. Et enfin, c'est sans doute pas via l'écologie qu'on va vaincre le virus, mais grâce à des laboratoires, et qui sans doute vont être américains. Et donc, on voit bien que c'est pas les Français tout seuls dans leur petit institut. Ça pourra peut-être être les Français, mais je veux dire, tout va pas être fait au niveau local. Ce sera fait par des grands instituts internationaux. Puis troisièmement, il y a la question du capitalisme. Et je pense que c'est profondément une erreur que de tout mélanger. Ces 3 sujets qui n'ont aucun rapport. Sans doute, il faut faire évoluer le capitalisme. Sans doute, il faut prendre en compte l'écologie. Sans doute, évidemment, il faut régler l'épidémie de coronavirus. Mais le grand soir, vous l'avez connu en Roumanie, quand on vous a promis que le communisme allait tout régler en un seul coup, on a vu le résultat. Donc moi, je ne crois pas du tout, mais alors absolument pas, que ces 3 sujets soient liés et qu'on va les traiter en même temps. Il faut régler la crise du coronavirus et on va le faire, j'espère. Il faut par ailleurs prendre en compte la dimension écologique, qui est la priorité des années à venir. Et moi, je suis, sans être écologique en termes de parti, je suis vraiment écologiste en termes de famille intellectuelle et de philosophie. Et puis, il y a la question du marché, du capitalisme. On peut aussi penser, par exemple, et là j'ai un vrai désaccord avec Bruno Latour, on peut penser que c'est le marché qui va résoudre le problème de l'écologie, et non pas l'inverse. Est-ce que c'est par des kolkhozes? Est-ce qu'il faut recréer des kibbutz et des kolkhozes qu'on va régler le problème de l'écologie? Est-ce que on va juste commercer autour de chez soi? Vous savez,
on ne fera pas des voitures de chez soi, on ne fera pas des avions autour de chez soi, on ne fera pas des ordinateurs autour de chez soi. Donc, à moins de revenir à l'âge des cavernes et à se nourrir de fruits et légumes plantés dans son jardin, et encore, je doute fort que ce soit le cas. En revanche, il est clair qu'on a une possibilité, je dirais, de repenser l'écologie maintenant, mais qui n'est pas liée au coronavirus et qui n'est pas liée aux 2 derniers mois, mais qui est liée à ce qu'il faut vraiment faire pour changer, pour une part, l'économie. Sans doute, moi, je ne crois pas qu'on va y arriver en disant on ne va plus utiliser le plastique. Enfin, aujourd'hui, vous rentrez dans un magasin, vous prenez tous les produits qu'il y a et vous enlevez le plastique, il n'y a quasiment plus de magasins du tout. Donc, c'est un slogan de dire on va enlever le plastique. Ce qu'il faut, et c'est là où l'économie de marché peut jouer un rôle, à mon avis, c'est inventer ce qu'on appelle le bioplastique, c'est-à-dire un plastique qui est biodégradable. Or, on avait créé le plastique, on doit être capable aujourd'hui d'inventer le bioplastique, c'est-à-dire un plastique qui est totalement récupérable, qui est totalement biodégradable et surtout qui peut être constamment, je dirais, renouvelé à partir d'un produit initial. Et je pense que ça, c'est plus le marché qui va y répondre que l'idée qu'on va tous se retrouver dans un kolkhoz prochainement. Un monde totalement naturel. Alors, Joachim, est-ce que vous pouvez intervenir maintenant? Oui. Alors, question, commentaire. Merci beaucoup, Corinna. Alors, vous m'entendez, j'espère. Rebonjour, merci Frédéric Martel de toutes ces explications très intéressantes, passionnantes, et je souscris à 99% à ce que vous dites. Je me permets de faire 2 ou 3 petites remarques, peut-être pour vous demander des précisions, et je terminerai sur une petite question qui me paraît pertinente. Je pense que vous avez complètement raison. On vit une situation inédite d'ailleurs aussi parce que je pense pour les gens de notre âge, si j'ose dire, on vit aussi pour une première fois dans notre vie, contrairement à nos ancêtres qui étaient toujours confrontés à des guerres, à des révolutions, une situation instable où la sécurité de la vie normale n'est plus donnée. Je pense aussi là-dessus, la société va réfléchir, va peut-être changer, et ça c'est un point très intéressant. Vous avez dit à juste titre qu'on n'a jamais vu dans la vie culturelle, dans la culture, une telle réduction de tout ce qu'on avait habitude à voir, à nous présenter. Oui et non. Pourquoi je dis non? Parce que nous sommes aujourd'hui un tout petit peu aussi victimes de ce qu'on a toujours espéré et de ce qu'on a toujours voulu réaliser, c'est-à-dire une forte démocratisation de la culture. Autant que vous avez cité, de la crise économique en 29, il n'y avait ni le tourisme culturel, ni l'accès au théâtre, ni l'accès à d'autres formes culturelles comme aujourd'hui. C'est un tout petit peu le résultat, comme vous le savez bien, des 68 arts, de 70, de cette idée de démocratiser fortement la culture, ce qui est une chose formidable, mais qui est aujourd'hui aussi le revers de la même médaille, parce que la vie culturelle disparaît d'un trait et concerne, comme vous l'avez bien souligné, et comme l'avait déjà d'ailleurs toujours fait aussi le Forum d'Avignon, qui avait travaillé sur le montant du produit brut de la culture, donc qui fait une baisse énorme des PIB de par cette baisse de la culture. Donc, c'est une question complexe à laquelle je vais revenir dans un petit instant quand je vais parler du online, du digital. Juste une petite remarque ironique, on a déjà vu annuler les festivals en France, notamment de par les grèves, notamment des intermittents, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint ma remarque que je fais sur la démocratisation de la culture il y a un moment, donc de l'idée que les États modernes comme l'Allemagne et la France se font aujourd'hui de la culture, c'est-à-dire que c'est un secteur, et là on rentre dans ce débat sur la diversité culturelle, qui doit être protégé, qui ne se règle pas automatiquement par le marché, mais où l'État intervient d'une façon ou d'une autre, et par exemple l'intermittence est une de ces façons de subventionner un secteur qui serait confronté tout à fait au marché, ne pouvait pas vivre comme il vit aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, parlons juste une minute du digital. Je suis tout à fait d'accord. Donc, les institutions, dont
la mienne, le Goethe Institut, on a développé toutes sortes de formats qu'on va continuer aussi, qu'on va développer, et on va essayer aussi des formes hybridées, pour ainsi dire, c'est-à-dire présentielles avec une vingtaine de personnes et d'autres qui peuvent assister par Internet, comme nous le faisons aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est une question très intéressante, que c'est aussi un formidable moyen de démocratisation, de nouveau. Parce que nous pouvons, théoriquement, atteindre des gens qui vivent dans les zones rurales, qui, par exemple, n'ont pas l'accès de par l'argent à une représentation de nos parents, même si c'était déjà fortement démocratisé en France, en Allemagne, et l'accès aux parents reste souvent encore une question financière. Donc, nous avons aussi une chance à développer de par ces instruments. Ce qui nous manque, et là-dessus, il va falloir travailler, à mon avis, c'est effectivement, vous, Frédéric, vous êtes chez vous, Corinna est chez elle, et moi, je suis chez moi. Donc, notre interaction se passe par notre dialogue, notre public potentiel, nous ne le voyons pas. Il est aussi esselé, pour ainsi dire, dans leur propre lieu. Et pour moi aussi, une question des années à venir, ça serait comment on va pouvoir créer une vraie interaction online. Quels seront les instruments qu'on peut développer? Bon, on commence à développer des plateformes, des espaces où on peut entrer et dialoguer avec le public et pas forcément seulement avec nous. Hein. Donc, mais ça reste une question, à mon avis, très intéressante. Dernier petit point que je voulais faire, et donc c'est une question de pédagogie aussi, parce que ce qu'on avait évoqué, Corinne, la dernière fois, c'est-à-dire nous avons fait l'expérience que tous ceux qui nous connaissent déjà viennent assister à des formats digitaux. Mais faire venir un nouveau public est extrêmement difficile. Donc, et ça, c'est aussi une question de pédagogie culturelle à venir. Comment attirer un nouveau public, peut-être aussi dans nos formats différents. Dernier petit point, ce que je trouvais très intéressant, c'était votre analyse sur la culture américaine. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous avez parfaitement, je pense, décrit les systèmes différents de diversité appliqués en France et aux États-Unis. Mais il faut dire, je pense, par exemple, quand vous regardez, alors le nombre de livres traduits d'autres langues aux États-Unis, c'est une honte. C'est une honte. C'est-à-dire, la diversité s'arrête à ses frontières. Et vous avez bien décrit que pour la France, pour l'Allemagne, l'idée des festivals internationaux, c'est tout à fait l'inverse. Et deuxième point que je vais quand même souligner, vous avez parlé de la créativité. Je suis complètement d'accord parce que c'est une société libérée, démocratique. Et là aussi, on pourrait trouver peut-être des raisons par rapport à la Chine, pourquoi c'est différent. Mais en même temps, c'est la puissance industrielle qui écrase les autres. C'est-à-dire, déjà, un film, un blockbuster, trouve son public, sa rentabilisation aux États-Unis. Un peuple qui a 360 millions d'habitants peut déjà rentabiliser le film. Ce qui se passe à l'étranger ensuite, c'est bien, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Donc là, déjà, et puis quand vous regardez des plateformes comme Netflix et autres, ils vont investir de l'argent pendant des années, des millions, des milliards, et écraser les autres jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont peut-être à 2, à 3. Donc, c'est un véritable problème de marché, et je dirais plutôt, nous, les Européens, on a complètement manqué dans l'établissement des produits européens, je dirais pas nationaux, des produits qui pourraient concurrencer avec cela. Je ne parle pas du tout de la qualité de ce qu'on présente, parce que moi j'adore la culture américaine, je regarde des séries américaines, je suis une grande fan du jazz américain, etc. Donc c'est pas ça, c'est pas des contenus, mais je parle de la manière dont on agit. Dernier petit point, je reviens à votre début, parce que vous faites cette émission de Soft Power. Alors, et là, je reviens à la culture à l'étranger, c'est-à-dire à nous qui représentons une certaine culture européenne ou autre à l'étranger. Et Corinna, à juste titre, a posé la question avec les plateformes et l'Amérique. Mais faut-il pas poser la question non plus dans l'autre sens? Est-ce qu'on n'assiste pas à une terrible attaque de soft power de la Chine, de la Russie, de par les instruments digitaux et autres, les stations télévisées, Russia Today et autres? Et est-ce que ce n'est pas non plus un de nos problèmes
à nous, Européens, qu'on les laisse agir maintenant comme ça et qu'on a peu de moyens pour s'y opposer. Voilà. Alors, Frédéric, Donc, plusieurs questions. Voilà. pour une part, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit de manière assez générale, et donc c'est des questions qui n'appellent pas forcément de réponse parce qu'on est sur la même ligne. Je pense que le seul point peut-être sur lequel j'aurais envie de répondre, qui nous permet d'aborder un peu le numérique maintenant en fin d'intervention, c'est que moi j'ai toujours défendu l'idée, c'est un autre livre que j'ai fait qui s'appelle Smart, c'est que le numérique est contrairement à ce qu'on croit, est assez localisé. C'est-à-dire que dans le domaine numérique, vous l'avez dit très bien à propos d'un certain nombre d'exemples, et Netflix, d'une certaine manière, confirme un petit peu cette hypothèse. Le numérique, c'est évidemment, il n'y a pas de frontières. Tout le monde peut regarder Netflix partout dans le monde et tout le monde peut aller sur Google et Facebook et Twitter, sauf en Chine. Exception sur lequel on ne peut pas revenir là, mais qui a aussi ses effets. En même temps, dans une grande mesure, si vous regardez tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, s'y réfléchissent, les emails que vous allez écrire dans votre journée, ce sera beaucoup des emails, j'imagine, en roumain. Beaucoup des échanges que vous aurez sur Facebook va être en roumain avec des gens qui habitent Bucarest ou en tout cas avec qui vous avez des liens en Roumanie. Et parfois même d'ailleurs dans votre lycée ou dans votre université. Donc c'est très géolocalisé. J'ai toujours défendu l'idée que le web était géolocalisé. Et en fait, s'il n'y a pas de frontières, il y a quand même, et il y a deux mots pour ça en anglais, ce qu'on appelle des borders et ce qu'on appelle des frontières. Donc il n'y a pas de border, c'est-à-dire qu'il est évident que tout le monde peut voyager, pas besoin de passeport, il n'y a pas de drapeau et la douane, etc., qui vous arrêtent. Mais il y a des frontières au sens symbolique du terme, et ces frontières, c'est d'abord la langue. Si vous ne parlez pas une langue, vous ne pouvez pas voir le produit, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas échanger. Moi, j'aimerais bien parler avec, je ne sais pas, avec des Bulgares, mais s'ils ne parlent pas français et s'ils ne parlent pas anglais, je ne peux pas parler avec un Bulgare parce que je ne parle pas bulgare. Au moins, avec un Roumain, je parle quelques mots de roumain. Et ensuite, il y a, je dirais, la culture, c'est-à-dire qui fait que le niveau de culture, etc., qui fait qu'on va avoir envie ou pas de s'intéresser à un produit. Et d'ailleurs, Netflix a très bien compris, puisque Netflix est à la fois une plateforme qui diffuse des contenus globaux, mais ils ont très vite compris qu'il leur faudrait produire dans chaque pays. Ce qui est évidemment beaucoup plus difficile, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des films qu'on fait à Hollywood et qu'on diffuse dans le monde entier, ce qui peut marcher un peu, mais ne suffit pas pour faire vivre une plateforme durablement. Donc, on est obligé en France d'avoir des produits français, en Roumanie, en Pologne, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en multipliant leurs actions, leurs films un peu partout à travers le monde. Et donc, je pense que c'est très géolocalisé et que, pour moi, le problème, il ne se pose pas en termes de diversité, parce que je pense que sur la diversité, d'abord, les États-Unis nous battront toujours, et ensuite, je pense qu'on a on est très hypocrite sur la diversité. C'est-à-dire qu'on défend une diversité, mais en fait, on ne veut pas. Je pense que quand on parle de diversité, en France en tout cas, on parle en fait de protéger la culture française. Et donc, ce n'est jamais la diversité. Par contre, il faut parler en termes de concentration et il faut parler en termes d'abus de position dominante. Et que la raison pour laquelle on veut lutter contre Netflix, c'est pas parce qu'ils sont américains, c'est parce que on ne peut pas accepter qu'il y ait un seul acteur dominant. Pourquoi est-ce qu'on veut lutter contre Google? Google, c'est très bien. Il n'y a aucune critique à faire. Apple, c'est très bien. Pas de critique à faire. Mais quand Apple crée Apple Music et qu'ils utilisent la puissance d'Apple pour installer Apple Music avec un abus de position dominante et qui vont tuer peut-être déjà Deezer et peut-être Spotify, là, il y a un problème central et c'est en fait un problème capitaliste. Ce n'est pas le capitalisme qui est mauvais, c'est l'abus de position dominante. Et même les Américains, à l'époque de Roosevelt, avaient lutté contre les abus de position dominante et c'est à mon avis ça la clé. Après, les gens, ils regardent ce qu'ils veulent et je ne crois pas que quoi qu'on fasse, on les empêchera, à moins d'être la Chine, on les empêchera de regarder les contenus qu'ils souhaitent. Mais c'est très intéressant. Une chose, Corinna, je peux rebondir juste 30 secondes? Oui.
Je vous joins tout parfaitement aussi, et je trouve aussi très bien la critique, l'autocritique pour ainsi dire, que vous faites de la diversité exceptionnelle à la française, parce que c'est complètement justifié. Faut-il, par exemple, financer, cofinancer avec les moyens du CNC un film comme Astérix et Obélix et défendre ce film en tant que diversité? Ça, c'est une vraie question. Vous avez parfaitement raison, mais juste une question ou juste une remarque. Pour moi, mais le problème de ce système américain, c'est que nous ne percevons que des produits de succès. C'est inversement, c'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas de film RSC américain en Europe. Donc, et du coup, nous avons une perception de la société américaine qui me semble complètement erronée. Oui. Bon, ça dépend. Et Joachim, moi, je sais pas, Frédéric, vous voulez commenter là-dessus? Non, non, oui, enfin, je pense que comme partout, enfin, vous savez, les produits français qui sortent de la France, les livres qu'on traduit, les spectacles qui tournent et les musiques qu'on écoute, c'est forcément qu'une toute petite partie. Il y a énormément de choses, voilà. Parce que au fond, on est tous, et c'est un peu le problème. Nous, on est européens, par exemple, on aime bien les Roumains. Moi, j'ai vécu en Roumanie, etc. Mais on ne connaît de la Roumanie aujourd'hui que très très peu de choses. Et donc, en fait, la culture commune européenne, c'est bien ça son problème, elle existe très très peu, puisque chacun a une culture nationale très forte. Et je pense que quand on est roumain, on a énormément de livres, énormément de musique, énormément de cinéma qui nous intéressent comme roumains, mais les autres Européens les connaissent assez peu. Et en revanche, tout le monde connaît les produits américains. Donc, au fond, c'est comme si on était tous en Europe, chacun nationaux et américains et pas européens. Et je pense que ça, c'est une analyse que je fais depuis longtemps, c'est le problème central. Mais ça, c'est un constat. Comment on change ça? Tant qu'on est des démocraties, c'est très très difficile. Et on voit bien que la réponse au problème, elle est immense. On l'a toujours pas trouvée depuis plusieurs décennies. Et tous les dispositifs, qui soient nationaux, qui soient européens ou qui soient même de régulation plus internationale à l'OMC ou à l'UNESCO, bah ça n'a pas permis de changer de manière très très ample la donne. C'est pour ça qu'il faut être, à mon avis, moins idéologique et très pragmatique et trouver des solutions concrètes qui facilitent les échanges. Bon, alors je reviens à ce que vous avez dit auparavant, Frédéric, à propos même de Roosevelt, du New Deal. J'ai aussi entendu une de vos interventions récentes en parlant du New Deal, en disant voilà, ça c'est une manière, c'est une recette, c'est une manière de faire. Et à propos de ce que vous venez de dire, j'aimerais maintenant poser une question en relation avec le rôle stratégique de l'État. Maintenant, il y a qui peut devenir encore plus puissant maintenant. Quand Roosevelt décide de faire une commande publique pour les artistes et adresser une commande publique justement pour renouveler, pour relancer la culture, ça, effectivement, porte sur un rôle de l'État. Il y a des économistes aujourd'hui qui disent le rôle de l'État doit devenir plus stratégique dans la période qui suit et aussi il faut passer d'une notion de la croissance linéaire à une façon de penser la croissance de manière circulaire et de le penser comme un écosystème plus ample. Comment est-ce que vous commentez tout ça? Et j'ai encore deux questions avant de finir. Alors, posez-les toutes les trois et comme ça, j'essaye de gagner du temps parce qu'il est bientôt. D'accord. OK. Donc, la deuxième, c'est que c'est une question liée au fait qu'en France et en Allemagne, par exemple, le président, le chancelier a donné beaucoup d'importance à la culture. Ils ont fait des interventions très soutenues là-dessus et aussi à titre personnel. Ils se sont adressés au milieu culturel directement. Alors, ce n'est pas du tout le cas de la Roumanie et ce n'est pas du tout le cas d'autres pays dans la région, mais pas du tout le cas en Roumanie. Pourquoi pensez-vous que c'est comme ça? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième porte sur le fait que quand même, il faut regarder qu'en Europe, même si on a beaucoup parlé de l'Union européenne et même si la culture et l'éducation ne sont pas sujets des réglementations que peut prendre la Commission que de manière très restrictive, quand même, on a réagi de manière très nationale, c'est-à-dire au moment où la pandémie est venue, la réaction a été toujours une réaction au niveau de l'État-nation. Ce n'était pas une vraie réaction au niveau européen.
Alors, sur ces trois questions, brièvement, d'abord, et je pense qu'avec Joachim Umlauf, on sera d'accord, parce que je trouve que je connais bien le Goethe Institut aussi, et les Allemands, et je pense que sur les deux premiers aspects, que ce soit le rôle de l'État ou le fait qu'un président se soit exprimé, le sujet est un peu lié. Euh, Au fond, il me semble, et je parle à des gens qui viennent d'un pays qui a été longtemps communiste, et donc je sais aussi ce que ça signifie, y compris avec les résidus du communisme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui demeurent après la fin du communisme et qui induisent beaucoup de réactions des gens, alors même que le communisme n'est plus là et qu'il est même haï. Mais malgré tout, les effets restent. Et ils existent aussi en France dans la culture, puisque la culture, ça a été longtemps en France l'un des domaines du Parti communiste français. C'était le Parti communiste qui gérait la culture, c'était la gauche. Et du coup, ces attitudes demeurent. L'attitude, c'est qu'au fond, on attend de l'État des décisions. On attend que l'État fasse à notre place. On attend que l'État paye. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Tout le monde va voir l'État et dit il me faut 3 milliards, il me faut 10 milliards, il faut 50 milliards. Et donc le président, pressé de tous côtés, des pétitions, il finit par parler. Alors comme il n'a pas les milliards, il trouve une solution un peu pour noyer le poisson, comme on dit en français. Donc, il va faire des promesses sans trop s'engager parce qu'il n'a pas l'argent, il sait qu'il ne l'aura pas, mais voilà. Et je pense, moi, je ne suis pas du tout hostile à Emmanuel Macron, je ne suis pas non plus hostile à la gauche, pas du tout, mais je crois qu'il faut quand même sortir pour les milieux culturels d'une attente d'un messie, d'une attente messianique de l'État. Je pense que l'État, son rôle, c'est d'abord de réguler. Et on l'a vu dans les industries culturelles. Il faut réguler. Ça ne veut pas dire être contre le marché ou le capitalisme, ça veut dire le réguler. Ça, c'est le rôle de l'État. Ensuite, il faut défendre une ligne, notamment d'évaluation, de diversité, éviter les abus de position dominante, je l'ai dit, mais aussi, par exemple, dans les conseils d'administration, dans les nominations, veiller à ce que les Français, par exemple, ou les Roumains soient représentés. Et puis, il faut, comment dire, ensuite permettre aux gens de faire. Ce n'est pas l'État qui doit faire la culture. Même en France, l'État a complètement cessé de faire la culture. L'État, il ne gère plus les musées, il ne gère plus les orchestres, il ne gère plus les ballets, il ne gère plus rien. Si vous regardez aujourd'hui le ministère de la Culture, moi j'y étais au ministère de la Culture quand je suis commencé ma carrière juste après mon poste en Roumanie, j'étais au ministère de la Culture plusieurs années, beaucoup de choses étaient décidées par nous. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les musées sont indépendants, c'est des agences qui gèrent ces choses-là, et l'État ne peut plus, c'est pas l'État qui fait la culture. L'État, il régule le secteur et il l'encourage. Et il finance pour une part, mais il faut aussi beaucoup de financement autonome qui existe aujourd'hui dans la plupart des structures françaises. Et puis, d'une certaine manière, là, j'aurais presque un avis un peu opposé, mais sur votre dernière question qui concerne l'Europe, sur quand même le président qui s'exprime, on peut faire plein de critiques, je le fais, je viens de le dire, c'est peut-être pas au président de faire la culture, etc. Après, avoir un président comme Emmanuel Macron, qui est en bras de chemise, qui passe 3 ou 4 heures avec des artistes pour dire quels sont vos problèmes, voilà ce qu'on peut faire, etc., on peut le critiquer, mais c'est aussi bien qu'un président fasse ça. Et donc, malgré tout, j'ai été assez impressionné par ça. Même, il connaissait les gens, il les tutoyait, il connaissait les institutions. C'est pas Donald Trump qui aurait fait ça. Donc, rien que pour cette raison-là, je dis pas que c'est son métier, mais au moins, le rôle de l'État, c'est aussi un rôle symbolique, c'est aussi un rôle de parole publique, c'est aussi encourager les gens à faire. C'est pas à faire, mais c'est à encourager les gens à faire eux-mêmes. Et il faut les forcer d'une certaine manière à être eux-mêmes. Et ça, pour ça, Macron était assez bien. D'ailleurs, comme l'aurait été sans doute François Hollande, son prédécesseur, ou même Nicolas Sarkozy, le prédécesseur d'avant. Pour terminer sur l'Europe, ben là, j'aurais presque un avis un peu opposé. C'est-à-dire que moi, je suis un Européen convaincu. Ça devient rare, y compris en France. On est aujourd'hui dans une période très critique à l'égard de l'Europe, même en France. Mais je crois, et sur ça on serait d'accord avec Joachim, j'imagine, c'est que les États-nations, ils existent aussi. Et que, moi j'ai vécu aux États-Unis, il y a un moment, le gouvernement fédéral a des choses à faire, mais les États, ils ont aussi des choses à faire. Ce n'est pas un Allemand dont on sait que beaucoup de choses sont faites par les Länder qui va me contredire. Il y a un moment, c'est une crise, et ce n'est pas à Bruxelles qu'elle va être gérée. Il faut qu'elle soit gérée dans chaque État, et c'est très bien que la France ait pris ces décisions, l'Allemagne, l'Europe avait un rôle à jouer, ils l'ont joué. N'oublions pas que quand on met plusieurs centaines de milliards d'euros sur la table pour sauver l'économie, l'Europe, elle a joué son rôle.
Après, les régulations, les décisions, ce n'est pas l'Europe à décider quand les hôtels vont ouvrir ou fermer, ou quand les trains, s'ils doivent se déplacer avec un ou deux sièges par libérés. Donc, je crois que c'est même un des reproches que je ferai à la France, c'est que tout a été beaucoup trop centralisé au niveau national et que ça aurait été sans doute bien que les régions puissent décider librement et non pas simplement Paris. Le gouvernement l'a d'ailleurs décidé. Au début, il décidait pour tout le monde. Puis tout à coup, il y a une carte de France avec plusieurs couleurs où il y avait chaque région et on s'est aperçu que c'était peut-être bien dans certaines régions où il y avait quasiment 0 cas, c'était peut-être bien d'être plus souple que, au contraire, plus dur dans des régions où il y avait beaucoup de cas. Parce que quand on cherche un plus petit commun dénominateur, ben forcément, on fait un entre-deux et c'est ni bien pour ceux qui n'avaient pas de cas, qui avaient des mesures trop strictes, et pas bien pour ceux qui avaient beaucoup de cas où les mesures étaient trop souples. Donc, je suis pour la décentralisation, plus de diversité et un rôle de l'État peut-être de surplomb et non pas de faire concrètement les choses. Les choses, d'accord. Bon, ben, merci. Moi, je pense que c'était vraiment une discussion extrêmement intense et j'utiliserai à nouveau une expression de Marcy Monta qui a dit que la pandémie est un accélérateur. Alors, pour les salons de l'île 42, ça a été un accélérateur parce que jamais j'aurais imaginé que Frédéric Martel va intervenir. Et merci Joachim et Hélène. Moi, vous m'auriez invité, je serais venu à Bucarest. Mais vous allez être invité à venir à Bucarest parce que ça n'a pas de charme que vous ne reviendrez pas dès que les restrictions seront arrêtées. Et puis merci encore Frédéric pour cette conversation extraordinaire. À très bientôt ceux qui étaient présents et on attend les liens dont vous avez parlé pour les documents que je vais faire parvenir aux gens. Cet après-midi et vous pourrez le diffuser à tout le monde. Super. Merci, à bientôt Frédéric Corina. La rivedere, domnule. La rivedere.